Ce qui est intéressant à voir, c'est l'évolution des polices américaines, en fait, ces 50 dernières années. Jusque dans les années 50, on assiste à un mouvement dit de professionnalisation des polices aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on passe de structures qui sont très peu organisées, qui sont très peu structurées et assez peu hiérarchisées, au contraire des structures très bureaucratiques, avec une hiérarchie qui s'étend, avec des indicateurs qui sont le taux d'arrestation, la rapidité d'intervention lors des appels d'urgence, avec des normes de discipline et de formation qui deviennent beaucoup plus strictes par rapport à l'amateurisme qui pouvait régner avant. Et alors, ce qui se passe avec cette évolution, c'est qu'à partir des années 50-60, dans la mesure où on incite en fait les policiers à faire un maximum d'arrestations, à être les plus réactifs possibles, les plus rapides possibles, qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre des tensions assez fortes avec la population. C'est-à-dire que quand vous incitez les policiers, quand vous leur dites il faut arrêter un maximum de gens, appliquer la loi, appliquer des procédures, vous coupez le lien qui existe entre les policiers et la population. Vous arrivez à une situation de tension qui en fait explose dans les années 60 aux États-Unis. Hein, donc comme on le sait, il y a eu beaucoup d'émeutes dans l'Amérique urbaine des années 60. C'est des grandes villes comme Détroit, Chicago, Los Angeles, Newark qui sont frappées par des émeutes. Donc émeutes qui se produisent la plupart du temps, même quasi systématiquement dans les quartiers afro-américains. Et on s'aperçoit que la police fait partie du problème. C'est-à-dire que les modes d'intervention de la police sont en partie la cause de ces émeutes. Vous avez un rapport à la fin des années 60 commandé par le président Johnson, en 68 exactement, qui en fait arrive à la conclusion que dans la plupart des cas, les émeutes, elles sont déclenchées par un incident, une intervention, on va dire, controversée de la police auprès de la minorité afro-américaine. À partir de ce moment-là se déclenche un mouvement de réforme très, très vigoureux aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on s'interroge premièrement sur l'efficacité de la police. Est-ce que les méthodes dites réactives sont efficaces pour faire baisser la criminalité? Et deuxièmement, on s'interroge sur les relations police-population. Est-ce que ces modes d'action ne sont pas de nature à totalement rompre ce lien de confiance entre policiers et citoyens? Alors, on a un foisonnement d'idées, en fait, un foisonnement de recherches sur le sujet qui conduit en fait les polices américaines à un mouvement de réforme très approfondi. La réforme principale, on va dire l'idée principale qui émerge, c'est ce qui s'appelle le community policing, donc on peut traduire par police de proximité, qui en fait tend à revenir à ce qui se passait un peu dans la première moitié, à la fin du 19e siècle, la première moitié du 20e siècle, c'est-à-dire que le policier doit être un acteur de la vie sociale, doit être un acteur du quartier. C'est quelqu'un qui doit être implanté dans son quartier, connaître les habitants, connaître son territoire. Et c'est un petit peu ça l'idée, c'est de recréer ce lien et surtout de demander à la population son avis. C'est-à-dire que la population, les habitants des quartiers sont des acteurs parfaitement légitimes pour aider les policiers à identifier les problèmes d'insécurité et en gros à identifier les objectifs que doit poursuivre la police. Alors, si on regarde concrètement les réformes qui ont lieu, le community policing, c'est une idée qui naît en fait dans les années 70 dans différentes universités américaines. Et on va dire qu'il y a différents chercheurs qui ont écrit sur ce sujet. Le mouvement de réforme, il s'amorce dans les années 80. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus de villes, petites et moyennes, aux États-Unis qui adoptent le community policing et qui sont suivies à partir du début des années 90 par des très grandes villes. Bon, les deux exemples les plus connus, c'est Chicago et Los Angeles, qui à partir de 91-92 par là, se lancent dans des programmes de réforme qu'on pourrait qualifier de proximité, c'est-à-dire qu'ils font en sorte que l'action de la police soit territorialisée, qu'on instaure plus de patrouilles pédestres, qu'on fasse des réunions avec la population pour un petit peu identifier les problèmes et les attentes des gens, leurs remarques, leurs critiques éventuelles. On prend aussi en compte non plus seulement des délits et des crimes très graves comme
voilà, les homicides, les viols, les vols à main armée, qui selon les catégories du code pénal sont les infractions les plus importantes. Mais en fait, il s'avère que, et ça il y a eu pas mal d'écrits d'articles là-dessus, le plus connu c'est la fameuse théorie de la vitre cassée de Wilson et Kelling, c'est un article qui est écrit en 82, qui dit qu'en somme, ce qui préoccupe le plus les gens, ce qui crée un sentiment d'insécurité, ce sont les petites nuisances quotidiennes. C'est-à-dire que le tapage nocturne, les rassemblements de jeunes, les graffitis, les abandons de détritus, c'est ça en fait qui crée de la peur chez les gens. Alors aujourd'hui, bon, il y a eu différentes recherches du ministère de la Justice, enfin différentes études du ministère de la Justice américain sur cette question, et vous avez quelque chose comme 90-92% des services de police américains qui déclarent mettre en œuvre le community policing, c'est-à-dire au moins avoir un ou plusieurs policiers qui mettent en œuvre cette philosophie sur le terrain. L'évolution en France, elle est d'une certaine façon similaire et très intéressante à comparer avec la situation américaine. L'histoire de la police française à partir de la Seconde Guerre mondiale, enfin historiquement sur le temps long, mais plus spécifiquement après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, vous avez deux préoccupations principales. Vous avez numéro un, tout ce qui concerne le grand banditisme, hein, en gros démanteler les bandes de braqueurs. Bon, vous avez des exemples très spectaculaires hein, dans l'histoire française récente. Hein. Le premier nom qui vient à l'esprit, c'est Mesrine, hein, notamment. Et vous avez une deuxième préoccupation qui est la sécurité nationale. C'est-à-dire, on lutte contre le terrorisme, on lutte contre les groupes d'extrême gauche, type Action Directe. On a eu le problème de l'OAS. On a eu le problème du terrorisme islamiste dans les années 80-90. Donc en fait, la préoccupation centrale des forces de l'ordre en France, c'est ça. C'est la grande criminalité d'un côté, la sécurité nationale de l'autre. Et puis, au milieu de tout ça, vous avez une troisième fonction qui est un peu le parent pauvre de la police. C'est la sécurité quotidienne. C'est-à-dire qu'on néglige, pas totalement, mais quand même en grande partie, la sécurité des Français comme vous et moi. La petite et moyenne délinquance, ce n'est pas du tout une priorité. Alors, il y a une statistique assez intéressante à ce sujet, c'est que le taux d'élucidation au début des années 90 à Paris, c'est 9%. C'est-à-dire que le rapport entre le nombre d'infractions commises et le nombre d'infractions, enfin de crimes et délits commis et le nombre de crimes et délits dont l'auteur est identifié, c'est 9%. Ce qui en dit long sur les priorités de la police à l'époque. Alors, la rupture, effectivement, ou le début de la rupture, le début de l'évolution, c'est 77 avec le rapport Perfit, qui justement se penche sur cette question-là et arrive à la conclusion notamment qu'il faut rapprocher police et population et que la police doit répondre aux attentes quotidiennes de la population. Alors, le mouvement est assez long et lent, c'est-à-dire qu'au début des années 80 éclate ce qu'on appelle la crise des banlieues. Hein. Vous avez des émeutes, notamment dans la banlieue lyonnaise. Ça se poursuit en région parisienne, notamment en 1990, avec les émeutes donc, dans la région parisienne. Et là aussi, on se dit, il y a un problème, il y a une rupture en fait entre la police et la population. D'une part, entre les attentes de la population, et d'autre part, dans les relations avec les jeunes dans les quartiers difficiles. Alors, la police de proximité, qui est donc annoncée en 1997 et concrètement mise en œuvre à partir de 1999 par la gauche plurielle et le gouvernement de Lionel Jospin, c'est un peu ce processus-là qui arrive à maturation. C'est-à-dire que, un peu comme ce qui s'est passé aux États-Unis, on s'est rendu compte qu'on a un petit peu oublié le citoyen au milieu de tout ça, que voilà, ce service régalien qui est la police a oublié le citoyen, et que les méthodes d'action de la police ont créé un fossé entre les policiers et les habitants, notamment dans les quartiers dits sensibles. Alors, la police de proximité, elle a une histoire qui est assez tumultueuse. Il faudrait plusieurs heures pour résumer, je dirais, pour raconter ce qui s'est passé. Mais comme vous le savez, à partir de 2000-2001, ça devient une préoccupation électorale et médiatique majeure. On est sur des tendances d'évolution de la courbe de délinquance qui sont très négatives. C'est-à-dire que, de mémoire, on est à plus 6% en 2000 et plus 8% de crimes et délits en 2001. Bon, il y a toute la campagne de 2002 est orientée autour de ça. Et là, je veux dire, la victoire de Jacques Chirac et de l'UMP en 2002,
comment dire, sont l'aboutissement de ce processus. On leur donne un mandat clair, en fait, pour lutter contre la délinquance, pour faire baisser les chiffres de la délinquance. Et quand Nicolas Sarkozy arrive au ministère de l'Intérieur, il peut difficilement ne rien faire. C'est-à-dire qu'on lui donne un mandat, il a un mandat très clair et très énergique pour réduire la délinquance. Il peut difficilement continuer ce qui a été fait jusque-là et d'une certaine façon, c'est logique de dire, même si on peut en discuter, c'est quelque chose qui est très, très controversé, qui mérite un débat, c'est normal qu'ils disent bon, bah, la police de proximité, c'est pas efficace pour lutter contre la délinquance, regardez les chiffres, donc moi je vais faire l'opposé. Je vais aussi bien dans le discours que dans les faits, je vais mener une politique opposée qui est beaucoup plus basée justement sur la répression, l'application de la loi, l'interpellation et un discours de fermeté.